Marc, mon amour, je t'aime tellement. J'aimerais tant être avec toi. Elle, c'est mon amie qui règne. Je vous explique mon histoire. Marc et moi sommes mariés depuis plus de 8 ans. Ma grande, sache que ta mère et moi nous sommes fiers de toi. Merci pour les compliments papa. Je vais continuer à bien travailler à l'école. Chérie, sers-moi du thé s'il te plaît. D'accord, mon amour. Elle, c'est Rita, elle vit avec sa grand-mère. Grand-mère, je vais à la pharmacie. Non, ce n'est pas la peine. Il faut que tu prennes des médicaments. Devant une pharmacie, Marc aperçut par hasard une jeune fille dont le visage lui semblait familier. Il la reconnut. C'était Rita, la sœur de son amie d'enfance, qu'il n'avait pas revue depuis plusieurs années. Quelle surprise! Et ton frère? Il est décédé cela fait plusieurs années. Après avoir fini d'échanger avec Rita, Marc, le cœur lourd, hanté par les paroles de Rita, les souvenirs de son ami disparu revenaient en rafale, mêlés de douleur et de nostalgie. Il se demandait comment le temps avait pu effacer autant de choses sans qu'il s'en rende compte. J'ai vu Marc. Tu parles de Marc, l'ami de ton frère. Oui. Ah bon, il va bien, j'espère. Pendant que mon mari, Marc, était au travail, moi, j'étais chez mon amie Kyrène en train de papoter. Je vais rentrer, on se retrouvera demain. D'accord, je t'accompagne. Ce soir-là, après le travail, Marc n'est pas rentré directement à la maison. Il est allé voir la grand-mère de son défunt ami Jean. Il tenait tant à la voir. Je suis tellement contente de te voir. Merci pour les médicaments. Que Dieu te bénisse. Après que Marc ait fini de parler avec la grand-mère de Jean, il n'est pas rentré tout de suite à la maison. Il est allé avec Rita, la petite sœur de Jean, dans un restaurant-bar pour prendre un pot ensemble. Ils ont ri, parlé longtemps, comme deux amoureux. J'ai attendu Marc pendant longtemps, il n'entrait toujours pas. Je n'arrivais pas à le joindre non plus. Énervée, j'ai décidé d'aller prendre un pot pour me détendre un peu. Mais à ma grande surprise, je l'ai aperçu, mon chéri, assis à une table avec une jeune fille vêtue d'une petite jupe. Ils savouraient un verre de vin comme deux amoureux. J'ai eu tellement mal, mon cœur s'est serré. Je ne pouvais pas imaginer que Marc, mon amour, mon chéri, celui que j'aimais tant, puisse me faire une chose pareille. Je l'ai attendu pendant plusieurs heures. Quand il est rentré à la maison, je suis allée l'accueillir. « Donne-moi ton téléphone, homme infidèle. Je vais vérifier quelque chose. » Elle s'appelle Rita, et vous vous êtes envoyé des messages. Ce n'est pas ce que tu crois. Je vous ai vus ensemble dans ce restaurant. Vous avez l'air si heureux. Je pars de cette maison maintenant. Tu peux aller calmer ta mère s'il te plaît? Je vais chez Tata Guirane. On se verra demain. Sache que je t'aime. C'est ainsi que j'ai quitté la maison pour aller vivre chez mon amie Kyrène. Marc ne te mérite pas. Il faut demander le divorce. Tu mérites mieux que lui. Pendant que Kyrène me donnait des conseils, Marc est venu me voir cette nuit-là. Ne t'approche plus jamais de moi. Après le départ de Marc, son parfum flottait encore dans l'air, mêlé à ce silence lourd qui suivait toujours nos disputes. Puis, lentement, j'ai pris la direction de la chambre. Chaque pas me semblait peser une tonne. Je me suis assise au bord du lit, les mains tremblantes. J'aurais voulu crier, pleurer ou simplement disparaître. Mais rien ne venait, juste ce vide, immense qui me dévorait de l'intérieur. C'est alors que Kyrène est entrée dans la chambre. Bonne nuit. Comment je pourrais dormir après tout ce qui se passe? Je te comprends. Quand je pense à Marc et à cette fille, j'ai tellement mal. Je savais que Dieu finirait par entendre mes prières. Bientôt Marc sera à moi. Marc m'a appelé pour me dire que sa femme nous a vus hier. Elle est partie de la maison. Elle pense que je suis sa maîtresse. Ma chérie, peut-être qu'ils avaient leurs propres problèmes avant. Rita est allée rejoindre Marc. Ma grande, allons, je vais te présenter à Rita. Ok, c'est compris papa. Je vais ouvrir les fenêtres d'abord. Les filles, je vais vous laisser faire connaissance. D'accord. Passe une très bonne journée. Je vais m'occuper de Laurie. Après le départ de son père, Laurie est montée dans sa chambre.
Pourquoi t'es triste? Laurie m'a dit que Marc est venu avec cette fille à la maison. J'ai tellement mal de savoir ça. J'étais triste toute la journée, incapable même de manger. Irène me proposa de sortir pour me changer des idées. Longtemps, je résistais, mais finis par accepter. Cette nuit-là, je me suis bien défoulée. J'avais tellement bu que, pour un instant, toute ma tristesse sembla s'être envolée. J'avais tellement bu que je ne sais même pas à quel moment nous sommes rentrés à la maison. Cette photo sera parfaite. Quand son mari verra ça, il va demander le divorce. Le lendemain, Marc a reçu une enveloppe. Marc ouvrit lentement l'enveloppe. Il n'imaginait pas une seule seconde que ce qu'il allait découvrir bouleverserait tout son monde. À l'intérieur, une simple photo. Mais cette photo changea tout. Il jeta la photo. Moi, Solange, la femme qu'il aimait plus que tout, la femme pour qui il aurait donné sa vie, était sur cette photo. Une douleur insoutenable le traversait. Il avait très mal. Ce soir-là, je suis allée rendre visite à une tante. La nuit était tombée et les rues étaient presque vides. Pendant ce temps, mon amie Irène était allée rencontrer Marc. Merci pour l'invitation. Et Solange? Elle est sortie. Où est-ce qu'elle est allée? Elle a reçu un appel. L'appel de qui? Je pense que c'est l'appel d'un homme. Après leur échange, Marc était rentré chez lui directement. Le lendemain, Marc n'est pas allé au travail. Il n'a pas quitté la maison de toute la journée. Il était resté enfermé chez lui. Il ne répondait ni aux appels ni aux messages. Rita a d'abord pensé qu'il avait simplement besoin de repos, mais à mesure que les heures passaient, son inquiétude grandissait. Elle a donc décidé de se rendre chez lui pour en avoir le cœur net. Une fois arrivée chez Marc, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Marc? Je suis désespéré. Vu l'état dans lequel Marc se trouvait, Rita se sentait coupable. Elle se disait que tout cela était de sa faute. Voir Marc ainsi, assis et abattu, lui rappelait son défunt frère. Pour éviter que l'atmosphère tendue qui régnait dans la maison n'affecte Laurie, Rita décida d'aller passer un moment chez sa grand-mère avec elle. Sur le chemin, Rita jouait avec Laurie, essayant de lui arracher quelques sourires pour alléger son propre cœur. Grand-mère, appelle Marc, il ne va pas bien. S'il te plaît, appelle-le. La grand-mère de Rita a donc appelé Marc pour échanger un moment avec lui et lui remonter le moral. Après cet appel, elle est partie rejoindre Rita et Laurie dans le salon. Elle s'est tournée vers Laurie et, avec une curiosité bienveillante, lui a demandé de lui montrer où j'habitais, se référant spécifiquement à la maison de Irène. Sans plus attendre, toutes les deux, la grand-mère et Laurie, ont pris le chemin ensemble. Guidée par Laurie, la grand-mère a pu naviguer jusqu'à la bonne adresse, et c'est ainsi qu'elles sont venues me voir. Je m'appelle Laurette. Je suis la grand-mère de Rita. J'aimerais m'entretenir avec vous. Merci de m'accorder votre temps. Je vais vous parler de Marc et Jean. C'est ainsi que Madame Laurette, la grand-mère de Rita, m'a raconté une histoire profondément triste qui m'a bouleversée. Elle m'expliqua qu'elle avait recueilli Rita et son frère aîné, Jean, alors qu'ils étaient encore tout petits. Les deux enfants venaient de perdre leurs parents dans un terrible accident de voiture. Le père de Rita était le fils de Madame Laurette. Marc, mon époux, était l'ami très proche de Jean. Ils étaient inséparables, partageant tout depuis l'enfance, grandissant côte à côte comme deux frères. Il y a environ 8 ans, Jean, âgé 26 ans, a décroché un poste de directeur général dans une grande entreprise. Pour célébrer cela, il invita Madame Laurette, sa grand-mère, et Rita à la plage. Jean adorait nager, et il nageait très bien. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une énorme vague l'a emporté au large. Malgré les secours, il n'a pas survécu. Jean est décédé par noyade. Depuis ce jour tragique, Madame Laurette et Rita ont quitté la capitale pour venir s'installer dans cette petite ville, à la recherche d'un peu de paix. Un jour, alors que Rita se rendait à la pharmacie pour acheter des médicaments, elle croisa Marc par hasard. Marc, très surpris de la voir, lui demanda aussitôt des nouvelles de son ami Jean. C'est à ce moment-là que Rita lui annonça le décès de Jean survenu quelques années plus tôt. Madame Laurette me confia ensuite que Rita avait toujours été comme une petite sœur pour Marc et qu'il n'y avait entre eux aucun sentiment amoureux. Elle me demanda de ne pas me méprendre sur leur relation. Je suis restée profondément émue en entendant cette histoire, surtout en voyant cette dame parler.
En même temps, je regrettais sincèrement mon attitude injuste envers Marc. Avant de partir, Madame Laurette me prit la main et me dit de me réconcilier avec mon mari. Après le départ de Madame Laurette, ces paroles continuaient de résonner dans ma tête, comme une mélodie pleine de tristesse et de vérité. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce qu'elle m'avait dit, à la douleur qu'elle portait, à l'amour silencieux qu'elle avait pour ses petits-enfants, et à la souffrance cachée de Marc. Mon cœur était lourd, mais en même temps apaisé par le courage de cette femme. J'ai demandé à Laurie de m'accompagner chez Madame Laurette. J'avais besoin de la revoir, de lui parler encore, de comprendre un peu mieux cette histoire qui m'avait tant touchée. Laurie m'a donc accompagnée chez Madame Laurette. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Rita, cette fille douce et réservée, au regard à la fois fragile et lumineux. Son sourire timide contrastait avec la profonde tristesse que je lisais dans ses yeux. Malgré la douleur qu'elle avait traversée, elle dégageait une force tranquille, une maturité émouvante pour son âge. Madame Laurette, toujours pleine d'attention, nous proposa de sortir toutes ensemble. Nous sommes donc allés, elle, Rita, Laurie et moi, dans un petit salon de thé du quartier. L'endroit était simple mais chaleureux, empli d'une douce odeur de vanille et de café. Nous avons commandé des glaces. Est-ce que tu peux aller au cinéma avec Laurie? Pas de souci. Pendant que Rita et Laurie étaient au cinéma, j'ai donné rendez-vous à Marc dans un restaurant. J'étais impatiente de le voir. J'étais pleine de regrets. Je me rappelle encore de cette phrase qu'il me disait quand je suis sortie de mes gonds. Cette phrase résonnait dans ma tête. Ce n'est pas ce que tu crois. Oui. Il avait raison, j'ai pris une décision hâtive juste parce que je l'ai vu avec une fille. J'aurais dû l'écouter. J'ai demandé à Marc pourquoi il ne m'avait jamais parlé de son ami Jean. Il m'a répondu que c'était une longue histoire et qu'il préférait ne pas en parler. J'ai insisté, et finalement, Marc a accepté de m'expliquer. Il m'a raconté qu'à l'époque, lui et Jean s'étaient jurés de ne rien se cacher, comme deux frères. Mais un jour, alors qu'il revenait des cours à la fac, il aperçut Jean avec sa sœur aînée Sidonie, non loin de l'arrêt de bus. Ils semblaient flirter. Pour Marc, c'était un choc. Il considérait Jean comme son propre frère. Et découvrir une telle relation entre sa sœur et Jean, sans qu'il n'en ait été informé, lui donna le sentiment d'une trahison. S'ensuivit une dispute entre les deux amis. Après cela, Jean partit de son côté et Marc du sien. Ils ne se sont plus jamais revus, jusqu'à ce que Marc croise Rita par hasard. Personne n'avait jamais su cette histoire. Après avoir fini de l'écouter, je me suis excusée auprès de lui. Mais j'ai senti qu'il était toujours triste. Puis il a sorti une photo de la poche de sa veste. Oh mon Dieu! J'étais sous le choc. Sur la photo que Marc venait de me montrer, c'était bien moi. Moi, allongé sur un lit, aux côtés d'un homme que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Au début, j'ai cru à une mauvaise plaisanterie, ou à un montage. Mais en regardant de plus près, quelque chose a attiré mon attention. La chambre sur la photo. Je la connaissais. C'était celle où Kyrène m'a logée. Le même drap, le même rideau, le même lit. Je n'arrivais pas à y croire. Kyrène, mon amie, celle en qui j'avais confiance. Comment aurait-elle pu me faire une chose pareille? Une trahison aussi humiliante? Mon esprit refusait d'accepter l'évidence, mais tout pointait vers elle. J'ai pris une grande inspiration, rassemblant le peu de courage qu'il me restait, puis j'ai regardé Marc droit dans les yeux. Et je lui ai dit, « Accompagne-moi chez Kyrène. Elle me doit des explications. » Tu peux m'expliquer ça? Je suis désolée. C'est toi qui as pris cette photo? C'est ainsi que Marc et moi sommes rentrés à la maison. J'étais heureuse que la paix soit revenue dans mon couple. Après tant de malentendus et de disputes, il me semblait que nous retrouvions enfin notre complicité d'autrefois. Cette réconciliation m'avait apaisée, comme si un poids s'était envolé de mon cœur. Le lendemain, pour marquer ce nouveau départ, nous avons décidé d'organiser un dîner à la maison. Marc s'est chargé des courses pendant que je préparais le repas avec soin. Je voulais que tout soit parfait, simple mais chaleureux. Nous avons invité Rita et sa grand-mère. En regardant Rita rire aux éclats, j'ai ressenti une profonde tendresse pour elle. Elle était vive, sincère, et pleine d'une joie contagieuse. Désormais, je la considérais comme ma propre petite sœur. Il y avait entre nous un lien nouveau, né de la confiance et de l'affection. La confiance, c'est ce lien invisible qui unit deux personnes au-delà des apparences. C'est croire en l'autre même quand tout semble flou. C'est écouter avant de juger, comprendre avant d'accuser. Sans elle,
même les plus beaux sentiments se brisent sur le rocher du doute. Mais avec elle, même les tempêtes passent sans détruire le navire du couple. L'amour ne demande pas la perfection, il demande la foi. Foi en la parole de l'autre, foi en la sincérité de ses gestes, foi en ce que vous avez construit ensemble. Car aimer, c'est accepter de voir avec le cœur quand les yeux risquent de tromper. Souviens-toi. Là où la confiance s'éteint, l'amour s'éteint. Mais là où la confiance demeure, même le silence devient une preuve d'amour. Dors bien, mon ange. Sache que tu es la plus belle chose de ma vie. J'ai mangé du foutou au restaurant, ce n'est pas la peine de me servir à manger. Je vais te servir du jus de bissap. Elle, c'est Claire. Elle et sa sœur, Carole, sont jumelles. Identiques en apparence, elles sont pourtant séparées par 2 mondes. Carole vit au village et porte la simplicité de la vie rurale. Célibataire et sans enfant, elle est reconnue par tous. Son unique signe distinctif, l'unique marque de sa singularité, est une tache de naissance sur le bras. Claire, quant à elle, a choisi de vivre en ville, où elle mène une vie bien remplie. Mariée à Jérémy, elle est l'heureuse maman d'un bébé de 6 mois. Avec son mari, il partage également une amitié avec Dija et le mari de celle-ci. Claire, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Papa vient de nous quitter. C'est une blague. J'ai causé avec lui il y a environ 1 heure. J'entends des pleurs. Donc c'est vrai alors. C'est Carole. Elle vient de me dire que notre père est décédé. Son mari organisa le départ. Il demanda à Claire de se rendre immédiatement au village et lui promit de la rejoindre le lendemain, car il doit demander la permission à son patron. Claire rassembla les affaires nécessaires. Le trajet, habituellement source de légèreté, fut sombre et silencieux. Les kilomètres s'effaçaient, mais Claire restait figée, absorbée par le chagrin et les pensées du deuil qui s'annonçait. Elle arriva au village. L'atmosphère était pesante, traversée par les murmures et les pleurs. Claire retrouva sa mère, brisée, et Carole, sa sœur jumelle. Le village tout entier s'était réuni la nuit. Le chef a offert un bœuf à la famille en deuil en signe de solidarité et pour le repas des funérailles. Le lendemain, Claire et Carole allèrent chercher des fagots dans la forêt, afin de préparer le bois de chauffage nécessaire à la cuisson du bœuf et des autres repas pour l'assemblée. Je n'arrive pas à croire. Hier, il me disait au téléphone qu'il voulait voir Ina. Ce n'est pas facile, mais nous devons rester fortes pour maman. Les 2 sœurs s'éloignèrent du village, marchant jusqu'à la forêt. Elles s'étaient mises à ramasser les branches tombées. Au fur et à mesure qu'elles ramassaient les branches tombées, elles s'approchèrent d'un marigot discret, presque entièrement caché par les herbes hautes. Claire glissa sur une berge boueuse et mouillée. Avant que Carole n'ait le temps de la retenir, elle tomba à l'eau. Sa sœur cria, chercha un bâton pour tenter de la sauver, mais elle n'a pas pu la sauver. L'eau redevint calme, la surface se lissa comme si rien ne s'était passé. Dévastée, Carole se mit à réfléchir. Comment annoncer cette terrible nouvelle à leur mère, déjà éprouvée par le décès de leur père? Elle pensa au bébé de Claire, bébé Ina, qui allait devenir orpheline. Une idée sombre et désespérée traversa son esprit. Carole prit la décision effroyable de se faire passer pour Claire. Elle se cacha pour s'assurer que personne ne l'aperçoive en rentrant au village. Étant dans sa chambre, elle a commencé à défaire ses tresses. Changea ses vêtements pour porter ceux de sa sœur, ceux que Claire devait porter ce jour-là. C'est ainsi, déguisée en Claire, qu'elle annonça la disparition de Carole. Maman, il y a eu un malheur. Quel malheur! Carole s'est noyée. Elle est tombée dans le marigot. Explique-moi comment ça s'est passé. Comment elle s'est noyée? La nouvelle de la noyade de Carole frappa la mère comme un coup de tonnerre. 2 deuils en si peu de temps, c'était un fardeau insupportable. Le choc fut tel qu'elle ne put distinguer la supercherie sur le champ. Elle regardait le visage de sa fille qui lui annonçait l'horreur, celui de Claire, sans voir au-delà de la douleur. Puis, alors que Carole se fait passer pour Claire racontait les événements du marigot d'une voix tremblante, cherchant à imiter le ton de sa sœur, la mère s'arrêta. Au fur et à mesure que Carole parlait, la mère reconnut sa voix. Ce n'était pas seulement la mélodie familière, mais une intonation particulière, un léger roulement sur certaines syllabes que seule Carole possédait. Carole. C'est toi? Oui, maman, c'est moi. Je me suis fait passer pour Claire. Elle expliqua à voix basse qu'elle s'était fait passer pour Claire uniquement à cause de la petite Ina. L'image du bébé, si innocente, qui venait de perdre sa mère, était insoutenable. Elle avait été envahie par la peur que Jérémy,
le mari de Claire, finisse par prendre une femme étrangère, une belle-mère qui pourrait faire du mal à sa nièce, la priver d'amour ou la maltraiter. C'était pour le bien et la sécurité d'Ina qu'elle avait pris cette décision folle. L'onde de choc de la nouvelle frappa le village. Carole, par sa simplicité et sa droiture, était une figure respectée et aimée, reconnue pour son caractère respectueux et sa générosité discrète. Jérémie arriva au village. Carole, jouant son rôle à la perfection, se dirigea vers son beau-frère. Elle arborait l'expression d'une femme brisée par un double deuil, celui de son père et de sa sœur jumelle. Pourquoi elle pleure? La vérité était bien plus simple. Ina réclamait le lait maternel, un instinct que Carole, malgré toute sa volonté, ne pouvait combler. Le bébé pleurait la perte silencieuse qu'elle était la seule à ressentir. Jérémie, lui, ressentait un malaise diffus, une étrangeté dans le comportement de sa femme. Mes sincères condoléances. Beaucoup de courage à vous. Bizarrement, tout a changé en toi. Même ta voix, je ne la reconnais plus. C'est comme si tu étais devenue une autre personne. J'ai tellement pleuré la disparition de Carole. Je m'en veux de n'avoir pas pu faire quelque chose pour la sauver. Après les funérailles, le moment du départ approche. Maman, je le fais pour Ina? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ne pas qu'une autre femme vienne la maltraiter. C'est un risque que tu prends. Les mots de sa mère furent un mélange de douleur et de mise en garde. Elle comprenait le sacrifice de sa fille. Carole, déguisée en Claire, prit la route avec Jérémie, laissant derrière elle les souvenirs douloureux et un secret écrasant. Arrivée à la maison, la vie reprit. Le bébé Ina, privé de sa vraie mère, passa son temps à pleurer. Ses cris devenaient de plus en plus inquiétants. Jérémie s'alarma et demanda à Claire pourquoi elle ne donnait plus le lait maternel à l'enfant. Carole lui répondit que, depuis qu'elle avait appris le décès de sa sœur, son lait s'était tari sous l'effet du choc et du stress. Le couple s'activa ensemble pour tenter de calmer la petite Ina, jusqu'à ce que le bébé s'endorme, épuisé. Cette première épreuve, gérée avec un mensonge, laissait entrevoir les difficultés à venir. Pour se protéger et surtout pour éviter les situations délicates qui révéleraient son imposture, Carole trouva rapidement une excuse pour ne pas partager la chambre conjugale avec Jérémie. Le mari, compatissant, accepta la requête de son épouse d'une distance physique. Le lendemain matin, Jérémie s'était rendu à son travail. C'est durant son absence que Claire reçut une visite. Dija, l'amie du couple, fit son apparition. Elle venait apporter son soutien et s'assurer que tout allait bien pour sa chère amie Claire et le bébé Ina. Pour Carole, c'était la première fois qu'elle se retrouvait seule face à quelqu'un qui connaissait intimement sa sœur. Elle se lança dans son rôle. Elle accueillit Dija avec la tristesse et l'affection qu'une Claire endeuillée aurait montrée. 2 décès. C'est vraiment douloureux. Je suis fatiguée avec les funérailles. J'ai besoin de repos. Dija avait remarqué que la voix de Claire avait changé. Elle s'est dit que c'est parce que Claire a beaucoup pleuré que sa voix a changé. Elle est allée en parler à son mari, qui, à son tour, est allé voir Claire pour lui présenter ses condoléances. Qu'est-ce que vous voulez? Vous trouvez normal de déranger les gens aux heures de repos. Ma fille dort, vous sonnez à la porte avec insistance. Le mari de Dija s'est plaint sur le fait qu'il n'avait pas reconnu Claire. Ce comportement était impensable de la part de la Claire qu'il connaissait habituellement. Dija, quant à elle, n'était pas étonnée par les remarques de son mari. Les jours se transformèrent en semaines. La supercherie prenait racine dans la vie quotidienne, exigeant une vigilance épuisante. Carole s'occupait bien de la petite Ina, s'attachant à la fillette, et apprenant vite les gestes d'une mère, même si le lait maternel restait une impossibilité. Elle prenait soin de la maison de Claire et Jérémie. Sa nouvelle existence n'était plus qu'une pièce de théâtre. Les petites habitudes de Claire, ses goûts, ses conversations, sa manière de se tenir ou de sourire, tout était à mimer. Chérie, tu ne manges pas de foutou, pourquoi tu n'as pas préparé du riz? J'aime le foutou. Je n'aime pas le riz. Un après-midi, Carole fut confrontée à une autre situation. L'ordinateur portable de Claire. Elle devait consulter un document important pour les affaires de Jérémie, mais l'ordinateur était protégé par un mot de passe. Claire l'avait toujours partagé avec lui, mais le code était lié à un souvenir personnel que seule la vraie Claire pouvait connaître par cœur. Carole tenta plusieurs combinaisons, se fiant aux dates de naissance et aux chiffres logiques, mais l'écran restait verrouillé. Elle paniqua.
Elle laissa l'ordinateur sur le bureau, ouvert sur l'écran d'accueil demandant le mot de passe, dans l'espoir de trouver une excuse plus tard. Je suis désolée. Je n'ai pas pu faire le boulot que tu m'as demandé. J'ai oublié le mot de passe. Après avoir écouté Claire lui parler, Jérémie est allé dans la chambre, la tête pleine de questions. Il commença à avoir de sérieux doutes. Comment Claire avait-elle pu oublier la date de leur première rencontre? C'était impensable, d'autant plus que cette date était le mot de passe de l'ordinateur. Un souvenir très important pour eux. Claire a toujours refusé de manger du foutou. Elle a dit que ça lui donnait mal au ventre. Lui, Jérémie, devait toujours aller au restaurant pour en manger, car Claire ne supportait pas l'odeur. Elle utilise des expressions qu'elle n'employait jamais auparavant. Dans la salle de bain, il a remarqué que le flacon de son parfum habituel n'avait presque pas été utilisé. À la place, il y avait une odeur d'encens qu'elle détestait. Le lendemain, Claire a demandé à Jérémie la permission de partir au village voir sa mère. Claire a complètement changé. Je ne la reconnais plus. Roger était encore sous le choc et a raconté à Jérémie comment Claire l'avait reçue la dernière fois. Elle l'avait traité comme un étranger, agissant comme si elle ne le connaissait pas. Elle lui avait à peine dit bonjour et lui avait demandé la raison de sa présence. Roger a ajouté que Dija et lui étaient vraiment déçus de son comportement. Il a aussi précisé que quand Dija essayait de l'appeler, elle ne répondait jamais à ses appels. Carole n'en pouvait plus de cette mascarade. Elle confia à sa mère que chaque jour était une épreuve. L'inquiétude de se tromper sur un détail la rendait folle. Elle expliqua que si elle était venue la voir, c'était surtout parce qu'elle avait oublié le mot de passe de l'ordinateur. Sa mère lui a dit de tenir bon et de le faire pour Ina. Carole lui dit qu'elle se sentait prise au piège de son propre mensonge. Chaque instant passé dans la peau de Claire était gênant. Elle ne vivait plus, elle ne faisait que jouer un rôle. Bébé Ina avait faim. Carole est allée chercher son biberon. En sortant, un bois pointu fixé dans le bois à l'extérieur de la case s'est accroché à la manche de son habit et l'a déchiré. Embarrassée, Carole a été obligée de changer de vêtements. Pendant que Ina prenait son biberon, Jérémie arrive. Pour s'assurer d'être seul avec sa femme, il demanda à sa belle-mère de s'occuper un moment de bébé Ina, souhaitant s'entretenir en privé avec Claire. Ils s'éloignèrent tous les deux, s'isolant à l'écart du village. Le cœur serré, Jérémie commença à lui parler de son changement de comportement. Il lui demanda pourquoi elle n'était plus la même, ajoutant qu'il comprenait la situation et souhaitait qu'elle redevienne la femme qu'il aimait. Alors qu'il était en pleine explication, son regard s'arrêta sur le bras de Claire. Il remarqua soudain la tache de naissance qu'il n'avait jamais vue sur elle. Un souvenir brutal lui revint. Un jour, au village, il avait vu Carole, la jumelle, assise sur un banc, et il avait distinctement remarqué cette même tache de naissance sur son bras. C'était précisément ce détail qui les distinguait, Claire et sa sœur. Carole, dis-moi où est Claire. Où est ma femme? Je veux la voir. Dis-le-moi maintenant. Le coup qu'il avait reçu n'était pas physique, mais terrible, celui de la certitude. Carole, comprenant que le secret venait d'être éventé, ne dit rien. Il ne voulait pas entendre l'explication. Il ne pouvait pas accepter que la femme qu'il aimait ait été remplacée. Sa seule pensée fut de fuir ce lieu, cette vérité, et de protéger ce qui lui restait de plus cher. Il se détourna brusquement de Carole. Il retrouva la mère de Claire qui veillait sur bébé Ina, assise tranquillement. La mère n'avait même pas besoin de parler. Son silence, son regard baissé, confirmaient qu'elle était complice du mensonge. Jérémie quitta le village sans un regard en arrière, son cœur fracassé par la découverte que sa Claire était décédée, et qu'il était veuf sans le savoir. Arrivé à la maison, après avoir doucement fait dormir bébé Ina, l'épuisement le submergea. Il s'effondra et laissa couler toutes les larmes de son corps. Il pleurait sa femme, la Dupri, et le vide immense qui s'ouvrait devant lui. Après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement, la tristesse immense laissa place à une colère froide. Il alla prendre son téléphone et composa le numéro de Roger. Roger répondit immédiatement. Jérémie raconta brièvement la scène au village, le silence de la mère et sa fuite avec Ina. Puis, la vérité qu'il avait devinée lui échappa. « Roger, ma femme, ma vraie Claire, elle est décédée. Je suis veuf. Cette femme, Carole et sa mère, elles m'ont tout caché. » Un long silence s'installa au bout du fil. Roger était sous le choc. Quelques heures après, Carole sonna à la porte. Jérémie alla ouvrir. Carole commença à s'expliquer, le ton suppliant. Elle voulait lui expliquer, mais Jérémie, les mâchoires serrées, coupa court à ses explications. Il lui dit de repartir au village. Puis il s'en alla.
Carole passa la nuit entière devant la porte de la maison, assise dans l'obscurité. Le matin, Jérémie s'était levé pour s'occuper seul de bébé Ina. L'épuisement et la douleur ne l'empêchaient pas d'être un père. Il devait se rendre à son travail, et avait prévu de déposer la petite chez Dija, pour qu'elle s'en occupe durant la journée. Au moment de sortir, le bébé enveloppé dans ses bras, il ouvrit la porte et vit Carole. Carole était là. Dès que bébé Ina aperçut Carole, elle se mit à pleurer immédiatement. Ce n'était pas un cri de peur, mais un cri de désir et de reconnaissance. Le bébé tendait les bras vers la seule figure maternelle qu'elle connaissait réellement. Jérémie, luttant contre sa propre volonté et sa colère, ne voulait absolument pas lui confier l'enfant. Mais les pleurs d'Ina étaient déchirants, et son corps se débattait pour rejoindre Carole. Incapable de résister à la détresse de sa fille, et de se battre contre le lien qu'Ina avait tissé, Jérémie finit par céder. Il donna bébé Ina à Carole. Ina resta finalement avec Carole. À son retour du travail, Jérémie se rendit directement chez Dija et Roger, qui lui apportèrent un certain réconfort. Il avait besoin de leur soutien pour affronter la suite. De retour à la maison, il annonça à Carole qu'il allait organiser les funérailles de Claire. Quelques jours plus tard, ils se rendirent au village pour la cérémonie. Toute la communauté s'était réunie. Certains murmuraient des critiques sur Carole et son comportement, tandis que d'autres la soutenaient discrètement, comprenant peut-être la situation. Après les funérailles, Jérémie devait retourner chez lui avec Ina. Carole alla les accompagner. Elle souffrait énormément. Elle aurait tellement voulu que la petite Ina reste avec elle au village. Malheureusement, ce n'était pas possible. Le cœur plein de tristesse, elle accompagna Jérémie et sa nièce à la gare. Carole, est-ce que tu peux venir avec nous? Oui, bien sûr. Le lendemain, Jérémie organisa une rencontre chez lui. Dija et son mari étaient présents. Carole prit la parole. Elle leur expliqua qu'elle comprenait qu'elle ne pouvait plus rester leur Claire. Elle fixa Jérémie et lui demanda de faire une promesse solennelle, celle de veiller ensemble sur Ina. Jérémie, si un jour tu veux refaire ta vie, n'hésite pas. Jérémie, Dija et son mari furent tous émus. L'histoire de la jumelle prenait fin. La famille était brisée par le deuil et le mensonge, mais elle trouvait un nouveau chemin. Ensemble, ils allaient désormais veiller sur Ina, en mémoire de Claire. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Je m'appelle Béatrice. Je vais vous raconter mon histoire. Lui, c'est mon mari. Il s'appelle François. Patiente un peu. Non. Je ne veux pas patienter. Je veux partir maintenant. Prends soin de toi et du bébé. Et surtout repose-toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je vais aller au village pour chercher une nouvelle femme de ménage. Ça ne servira à rien, toutes ces filles. Qu'elles viennent de la ville ou du village, elles sont paresseuses. Peut-être, mais il faut bien quelqu'un pour nous aider à la maison. Tu verras, elles feront toutes pareilles, tu perdras ton temps. Il y a des voyages qui ne commencent pas sur la route mais dans le cœur. Ce jour-là, en quittant la ville, j'avais le souffle lourd de fatigue, et une seule idée, trouver la paix à travers une âme simple, une fille de maison, respectueuse et loyale. Je t'avais dit de te débarrasser de cette grossesse. Cette grossesse est le tien. Et c'est ton devoir de t'en occuper. Tant pis. J'ai urgemment besoin d'une femme de ménage. Ma tante m'a dit qu'il y a une veuve du village qui a sa fille qui s'appelle Flore, elle est très respectueuse. Qu'elle ira la voir. Flore, la femme du notable est venue me voir. Elle dit qu'elle a sa nièce qui a besoin d'une fille pour aller travailler chez elle en ville. Finalement, ma tante a trouvé une jeune fille du nom de Flore. La souffrance se lisait clairement sur son visage. Comme ma tante avait des travaux à faire dans son champ, elle me présenta à Flore et à sa mère, puis elle partit au champ. J'ai alors échangé avec Flore et sa mère pour mieux faire connaissance. La sœur de la mère de Flore était également présente comme témoin. La mère de Flore m'a parlé un peu de leur vie actuelle, des difficultés qu'elle traverse depuis le décès de son mari. Elle m'a aussi expliqué que Flore avait dû arrêter l'école faute de moyens financiers. J'ai écouté attentivement, puis j'ai promis à la mère de Flore de bien m'occuper de sa fille. Avant notre départ, la mère de Flore a donné quelques conseils à sa fille sur le comportement à adopter une fois chez moi, en ville. Enfin, nous avons pris la route, Flore et moi. Chérie, je te présente Flore, notre nouvelle femme de ménage.
J'ai fait visiter la maison à Flore. Je lui ai d'abord montré la chambre où elle allait dormir. C'est une pièce simple mais accueillante. Ensuite, je suis allée avec elle dans la chambre principale. C'est la chambre où je dors avec mon mari. Je tenais à lui montrer chaque recoin de la maison, même ceux plus personnels, pour qu'elle sache où tout se trouve. Après cela, je lui ai présenté la salle de bain. J'ai insisté sur le fait qu'elle devait toujours rester bien tenue, car c'est un endroit où la propreté est essentielle. Enfin, je lui ai montré la cuisine. C'est une pièce que j'aime particulièrement, car c'est là que je passe beaucoup de temps à préparer les repas. Une fois la visite terminée, j'ai vu qu'elle avait l'air fatiguée par le voyage. Je lui ai donc conseillé d'aller prendre un bon bain et de se reposer un peu pour récupérer. Mon amour. Est-ce que cette villageoise sait utiliser les appareils comme l'aspirateur, la machine à laver et autres? Elle va apprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Les jours passèrent, et Flore se révéla être une jeune femme polie, humble et appliquée. Chaque matin, je la voyais balayer le salon avec soin, ranger la vaisselle avec une délicatesse presque maternelle. Dehors, dans le jardin, sa voix douce s'élevait souvent en de tendres mélodies. C'était apaisant. Pour moi, c'était comme si la maison avait retrouvé un souffle de paix, une atmosphère de sérénité que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Mais François, lui, ne partageait pas mon avis. Il trouvait toujours quelque chose à redire sur le travail de Flore. Il se plaignait qu'elle n'allait pas assez vite, qu'elle manquait de rigueur, qu'elle oubliait parfois certains détails. Pourtant, de mon côté, je ne voyais aucun inconvénient à sa manière de faire. Au contraire, je trouvais qu'elle accomplissait ses tâches avec une patience exemplaire et qu'elle mettait du cœur dans tout ce qu'elle faisait. Je ne comprenais pas pourquoi François lui en voulait autant. Était-ce son attitude douce qui le dérangeait? Ou bien le simple fait qu'elle me plaise, à moi, suffisait à éveiller en lui une forme de jalousie. Un jour, j'étais allée au marché. J'ai laissé Flore et mon mari à la maison. Je ne peux pas accepter. Pourquoi tu refuses? Tu n'as pas le droit de refuser. Quand je suis rentrée du marché, j'ai posé le panier dans le salon. Puis j'ai appelé Flore pour qu'elle vienne m'aider. Aucune réponse. La maison était étrangement silencieuse. Je me suis d'abord dit qu'elle devait être dans la cour ou à la cuisine. Mais après avoir fait le tour, je ne l'ai trouvée nulle part. J'ai commencé à ressentir une légère inquiétude. Ce n'était pas dans ses habitudes de disparaître sans prévenir. Je suis alors allée vers mon mari pour lui demander s'il n'avait pas vu Flore. Il m'a répondu qu'il ne savait pas où Flore était. Sa réponse ne m'a pas vraiment rassurée. J'ai fait le tour du quartier, regardant à gauche et à droite. Je commençais à m'impatienter. Une inquiétude mêlée d'irritation montait en moi. J'ai continué à marcher, mes pas me guidant presque instinctivement vers le petit jardin public qui se trouve à quelques rues de la maison. Et c'est là que j'ai vu Flore assise seule sur un banc. Flore, tu m'as fait une de ces peurs. Je t'ai cherché partout. Dis-moi ce qui se passe. Nous sommes rentrés à la maison, Flore et moi. Comme toujours, elle s'est immédiatement remise à ses tâches ménagères, discrètes et appliquées. Je la regardais avec tendresse, consciente de sa bonne volonté malgré les reproches incessants de mon mari, qui la jugeait inutile et maladroite. Quelques jours plus tard, je devais partir en voyage. Un déplacement important que je ne pouvais reporter. Mais l'inquiétude me rongeait. J'avais promis à la mère de Flore de veiller sur sa fille, et je craignais ce qui pourrait se passer en mon absence. Mais, je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. Flore, je t'attends dans ta chambre. Prends vite ton bain. Quand je suis revenue de mon voyage, j'ai tout de suite remarqué que Flore n'était plus la même. Avant mon départ, elle faisait son travail correctement, avec sérieux et application. Elle parlait peu, mais il y avait dans son regard une certaine confiance, une manière naturelle de se tenir dans la maison qui me rassurait. Mais là, quelque chose avait changé. Elle parlait encore moins, comme si chaque mot lui coûtait. Elle baissait les yeux quand je la regardais, et chaque fois que mon mari entrait dans la pièce, je voyais son corps se tendre, ses mains trembler légèrement, et son visage se crisper. Elle ne prenait plus l'initiative de rien, et semblait vouloir disparaître dans la maison, comme si chaque geste était pesant et qu'elle redoutait quelque chose. Tu n'es plus la même. C'est comme si quelque chose te faisait peur. Est-ce que mon mari a été trop sévère pendant mon absence? Depuis mon retour de voyage, j'ai remarqué que Flore a changé de comportement. C'est comme ça commence quand elles veulent arrêter le travail. Elles changent de comportement. Les jours passaient et Flore devenait de plus en plus distante. Elle parlait très peu, répondait seulement quand c'était nécessaire, et parfois je la surprenais à rester silencieuse dans un coin, les yeux dans le vide.
Je voyais qu'elle avait peur, mais elle n'osait pas me le dire. Un matin, elle est venue me voir, la voix tremblante. Pourquoi tu veux aller au village? Je ne veux plus travailler ici. J'ai senti mon cœur se serrer. J'avais appris à l'apprécier, à voir en elle une fille douce et travailleuse. Je ne voulais pas qu'elle parte. Mais quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit de la laisser partir. Je n'ai pas eu le courage de me battre. Le lendemain, je l'ai raccompagnée au village. Pendant le trajet, elle est restée silencieuse. Attendez. Je vais parler avec elle. Pourquoi tu ne veux plus travailler? Dis-moi pourquoi. C'est à cause du mari de ma patronne. Il m'a fait des choses. Pourquoi tu n'as pas dit à ta patronne ce que son mari t'a fait? Il m'a dit que si j'en parle à sa femme, je vais regretter toute ma vie. La mère de Flore est ressortie, le visage triste, et m'a dit que mon mari est avec Flore pendant mon absence. Elle m'a ensuite dit que Flore n'a jamais connu d'homme avant. Mon cœur s'est arrêté. Je suis restée figée, incapable de respirer, les mains glacées. Je l'ai regardée et je lui ai répondu que c'était faux, que sa fille mentait sûrement, qu'elle voulait salir la réputation de mon mari. Je refusais d'écouter davantage. Je me suis sentie humiliée, trahie même par cette accusation. Comment osait-elle? Comment pouvait-elle inventer une histoire pareille? Je suis partie sans un mot de plus, laissant cette femme seule avec sa douleur. Arrivée à la maison, j'ai tout raconté à mon mari, encore sous le choc. Il s'est levé brusquement, le visage tendu, la voix forte, jurant qu'il n'avait jamais rien fait, qu'il n'avait même jamais regardé cette fille autrement. Il a dit que ces gens cherchaient des histoires. Et je l'ai cru. Je me suis raccrochée à ses paroles comme à une bouée. J'ai refusé d'imaginer qu'il puisse mentir. Je me suis convaincue que Flore avait tout inventé, qu'elle voulait nous nuire, peut-être par vengeance ou par honte d'avoir été renvoyée. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je n'engagerai plus jamais de servante. Plus jamais. J'en avais assez de ces histoires, de ces ragots, de ces regards pleins de sous-entendus. Mieux valait faire les choses moi-même, que de laisser entrer à nouveau dans ma maison des ombres capables de détruire la paix de mon foyer. Les semaines ont passé. J'ai essayé d'oublier tout ce qui s'était passé. Je me disais que c'était mieux ainsi, que certaines choses valaient mieux être laissées derrière. Je n'avais plus de servante à la maison, alors je faisais les tâches moi-même. Ce n'était pas facile, mais je m'en sortais. La vie reprenait son cours. Et un jour, quelqu'un frappa à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai eu du mal à y croire. C'était Angela, mon ancienne servante. Elle tenait un bébé dans les bras. Angela, je suis tellement contente de te voir. Tu ne m'as même pas appelé pour me dire que tu as accouché. Ton bébé va bien, j'espère. Oui, il va bien. Après avoir répondu que le bébé va bien, Angela m'a dit que mon mari était le père de l'enfant qu'elle portait. J'ai d'abord cru que j'avais mal entendu. Ces mots résonnaient dans ma tête, impossible à croire. Je lui ai demandé de répéter, le souffle court, le cœur battant. Elle a répété la même chose, avec la même certitude. La colère m'a envahie d'un coup, brûlante, incontrôlable. Je me suis mise à crier, à lui dire qu'elle mentait, qu'elle devait quitter ma maison immédiatement. Mais Angela n'a pas bougé. Elle est restée là, droite, fière, avec une tristesse étrange dans les yeux. Sans ajouter un mot, elle a déposé le bébé sur le canapé. Puis, d'une voix ferme, elle a déclaré que cet enfant n'était pas seulement le sien, mais aussi celui de mon mari. Après cela, elle s'est retournée et est partie, sans un regard en arrière, me laissant seule avec le poids de cette vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un bébé ici? Regarde bien ce bébé. C'est Angela qui vient de le déposer ici. Elle m'a dit que c'est ton fils. Quelle blague encore? Cette fille est folle, je te l'ai toujours dit. Je lui ai dit d'arrêter de jouer la comédie, de me dire la vérité, de répondre enfin à ma question, est-ce ton enfant ou pas? Il m'a répondu que non, que je croyais toujours ces filles, qu'elles inventaient n'importe quoi pour détruire notre couple. Je lui ai demandé pourquoi, si ce n'était pas vrai, Angela viendrait ici poser son bébé en disant que c'était le sien. Il m'a répliqué que c'était pour de l'argent, voilà tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant un signe, un éclat d'honnêteté, quelque chose qui prouverait qu'il disait la vérité. Mais je n'ai rien trouvé. Je lui ai dit qu'il devait prendre ses responsabilités de père, qu'il ne pouvait pas fuir ainsi, que ce bébé avait besoin de lui. Il a alors fixé l'enfant un long moment, sans un mot.
puis il a détourné les yeux, les a baissés, comme accablé. Sans rien dire, il est sorti, me laissant seule avec le bébé et le silence lourd qui emplissait la pièce. Après son départ, je suis allée dans la chambre avec le bébé. Le silence de la maison me pesait. J'ai lavé le bébé puis changé son drap. Un peu plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message de lui. Il disait qu'il regrettait, qu'il avait honte. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai essayé de l'appeler, plusieurs fois, mais en vain. Son numéro était injoignable. À cet instant, tout est devenu clair dans mon esprit. J'ai compris que tout était vrai. Ce bébé, il était bien de lui. J'ai alors appelé Angela. Elle est venue, les traits fatigués, le regard incertain. Je lui ai demandé de reprendre son enfant, lui promettant que je ferais tout pour que mon mari lui envoie de quoi subvenir aux besoins du bébé. Elle m'a remercié timidement avant de repartir, les yeux brillants d'émotion, serrant son enfant contre elle. Mon mari, lui, n'est pas rentré cette nuit-là. Le lendemain, je suis sortie pour aller faire quelques courses, espérant qu'il serait revenu à mon retour. Mais en entrant dans la maison, j'ai senti comme un vide. Son parfum n'était plus là. J'ai regardé autour de moi. Ses affaires avaient disparu. Tout avait été soigneusement emporté. J'ai tenté de le joindre une nouvelle fois, la voix tremblante. Toujours injoignable. J'ai alors compris. Il était parti pour de bon. Flore disait donc la vérité quand elle affirmait que mon mari avait avec elle. J'ai senti le besoin d'aller au village. J'avais besoin de parler, de demander pardon. En arrivant, je suis allée voir ma tante. Elle m'a écoutée longuement. Ma fille, la vie ne s'arrête pas ici. Même l'arbre le plus frappé par la foudre finit par repousser de nouvelles feuilles. Ma nièce est venue vous voir Flore et toi. Sache que celui qu'on a traité de menteur trouve la paix quand la vérité éclate, et que les excuses viennent. Je suis venue vous présenter mes excuses. Mon mari est un faux type. Il est même parti de la maison. J'accepte vos excuses. Est-ce que ce serait possible que j'aille en ville avec Flore? La mère de Flore m'a dit que Flore était allée puiser de l'eau au puits. J'étais inquiète. Je ne voulais pas que Flore refuse, car depuis que j'ai découvert la vérité, je me sens coupable. J'aurais dû la protéger. Lorsqu'elle est arrivée, sa mère lui a tout expliqué. Flore a dit qu'elle acceptait de partir avec moi en ville, car je l'avais toujours bien traitée. Nous sommes revenus en ville ensemble. J'ai décidé de lui offrir une nouvelle chance, celle de poursuivre ses études. Le matin, elle s'occupe du ménage avec sérieux. L'après-midi, elle va à l'école et semble motivée. Je sens en elle une force nouvelle, une volonté de bien faire. De temps en temps, elle retourne au village pour voir sa mère. Chaque retour me procure une paix que je n'avais plus ressentie. Merci de me traiter comme votre fille. Dieu vous bénisse. C'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Depuis que mon mari est parti, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Angela vient me voir de temps en temps avec son bébé. Dans la vie, certaines blessures mettent du temps à guérir, mais elles nous rendent plus fortes. J'ai compris qu'il ne faut jamais laisser la trahison éteindre le bien qui reste en nous. Belle maman, mes parents souhaitent venir me voir après-demain. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah d'accord. Et où comptent-ils séjourner? Parce que tu sais, ici on n'a vraiment pas de place pour accueillir du monde. Ne vous inquiétez pas, ils resteront à l'hôtel. Ils ne veulent surtout pas déranger. Ah bon, eh bien c'est mieux comme ça. Chez moi, on ne fait pas dormir tout le monde à la maison. Véronique et sa cadette Patricia vivaient dans une maison où l'ambiance était lourde, à cause des comparaisons. Leurs parents avaient mis tout leur espoir sur Véronique, qu'ils trouvaient plus brillante. Véronique avait de très bonnes notes, et devait bientôt partir pour étudier dans une grande école à l'étranger, payée par leurs parents. Patricia avait du mal à faire aussi bien que sa sœur, car elle manquait beaucoup de l'amour de leur père et de leur mère. Un jour, Véronique a reçu la lettre de son école, et toute la maison était en fête, alors que Patricia était triste, car elle venait de rater son examen. Encore une note aussi lamentable. Tu es une cause perdue. Aujourd'hui, Véronique s'envole vers son succès. Et toi, tu vas quitter cette maison. Elle a toujours été comme ça. Elle ne fait aucun effort. Elle n'a pas d'ambition. Papa a bien fait de lui dire de partir de cette maison. Suite à des paroles très dures, Patricia a été rejetée et s'est sentie seule face à ses échecs. Silencieuse et très affectée, elle a pris un sac et a quitté la maison, laissant derrière elle le manque d'affection. Pour Patricia, quitter la maison fut un choc. Elle qui n'avait jamais eu à se préoccuper de trouver où dormir. Maintenant, elle n'avait plus rien, pas même la certitude d'être en vie le lendemain. Elle a marché longtemps, sans savoir où aller, portée par sa peine et la douleur du rejet.
La faim s'est vite fait sentir, et l'endroit où elle a fini par s'asseoir est devenu effrayant pendant la nuit. Au fond d'elle, elle espérait que sa mère ou son père viendraient la chercher. Mais les téléphones de ses parents ne sonnaient pas, lui montrant qu'ils ne la recherchaient pas. Patricia a marché encore, jusqu'à ce qu'elle rencontre une femme sans abri, très pauvre, mais au grand cœur. Tu as l'air perdu. Qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi fait seule ici? Mes parents, ils ne voulaient plus de moi. Ah, ces parents-là! Ils pensent que l'argent est plus important que leurs enfants. Grâce à la femme sans abri, Patricia apprend comment survivre dans la rue. Elle découvre les règles à suivre et trouve des endroits sûrs pour passer la nuit. Sa vie est désormais un combat tous les jours pour s'en sortir. De son côté, Véronique, quelques jours seulement après le départ de sa sœur, traverse l'océan. Elle commence sa formation dans sa grande école, entrant ainsi dans un monde de réussite et de facilité. Mon amour, Véronique est si bien. Elle est épanouie, elle adore son école. Nous avons bien fait de la mettre dans la résidence étudiante de luxe, elle est en sécurité. Elle m'a demandé l'argent de plus pour un ordinateur portable dernier cri. Il faut donner tout l'argent qu'il faut pour la réussite de notre Véro. Ce n'est qu'un investissement. Quant à l'autre, as-tu eu de ses nouvelles? Non, aucune. Et tant mieux, moins de problèmes. Elle a choisi sa vie, nous avons choisi la nôtre. Concentrons-nous sur notre fille, qui nous rend fiers. Patricia a décidé de s'éloigner de la ville, car tout lui rappelait son échec aux yeux de ses parents, et elle voulait se reconstruire. L'idée de ce voyage l'effrayait, car elle n'avait ni argent ni aide pour se déplacer. Elle a parlé de son projet de partir vers le nord à Marie, qui s'est inquiétée pour sa nourriture et son transport. Patricia a répondu qu'elle était prête à marcher et à faire de l'autostop pour y arriver, et la séparation d'avec Marie fut très difficile. Le début de la marche fut une grande épreuve, car son corps souffrait, et la faim et la soif sont rapidement apparues. Elle devait s'arrêter souvent pour se reposer, et après des heures, elle a pu trouver une petite maison abandonnée pour passer la nuit. Le lendemain matin, Patricia avait marché des kilomètres avant d'atteindre une route goudronnée. Épuisée, elle s'assit au pied d'un arbre. Sa tête était lourde, et son cœur battait très fort. Pour la première fois depuis son départ, elle n'avait plus la force de se battre, et pensait seulement à abandonner. C'est au moment où son désespoir était le plus grand que le destin est intervenu. Un camion de transport s'arrêta brusquement dans un crissement de pneus. L'homme qui en descendit était Rodrigue, un chauffeur routier. Il était respecté sur la route pour sa gentillesse et son sens de l'honneur, des qualités rares dans ce métier difficile. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle répondit qu'elle va dans la ville du Nord. Il lui proposa de l'emmener au café-restaurant de la station. On le connaissait bien dans cet endroit, car il avait l'habitude d'y faire une pause. Patricia lui raconta alors ce qu'elle avait subi chez ses parents et la raison de son départ. Ému, il lui dit qu'il allait appeler une amie, qui tenait un restaurant dans la ville du Nord. Beaucoup de parents pensent que payer les meilleures écoles suffit. Ils oublient que le cœur est le premier professeur. Mets ta ceinture s'il te plaît. Le travail que tu vas faire chez mon ami est un travail simple, tu seras en sécurité. Tu pourras te remettre de tes blessures, manger à ta faim. Le trajet en camion fut l'occasion pour Roland de prodiguer le soutien moral qu'elle n'avait jamais reçu de ses parents. Arrivé dans la ville du Nord, Roland la conduisit directement dans le restaurant tenu par son amie Sabine. Sabine, une femme au grand cœur, l'accueillit après que Roland lui eut brièvement raconté l'histoire de Patricia, insistant sur le fait qu'elle était une âme noble rejetée par sa famille. Bienvenue chez toi. Ici, il n'y a pas de mauvais bulletins. Il n'y a que le travail, le respect et la bonne nourriture. Tu es à l'abri. Patricia s'intégra rapidement au sein de l'établissement de Sabine. Bien que la tâche fût exigeante, aide à la cuisine et au service, elle y trouvait enfin la quiétude et la reconnaissance pour son implication, et non plus pour des résultats académiques. Elle érigea une nouvelle identité, se choisissant le pseudonyme de Léonie Amarante, un rempart symbolique contre le chagrin et le rejet parental. Après ces longues journées de labeur, elle se retirait pour transformer son profond traumatisme émotionnel, le manque d'affection et la tentation de la dérive, en une matière créatrice. Son manuscrit abordait l'impact psychologique dévastateur du manque d'amour, illustrant comment le défaut de soutien familial peut engendrer l'échec scolaire et la fragilité sociale. Pendant ce temps, ses parents continuaient d'investir massivement dans la carrière de Véronique à l'étranger, considérant leur cadette comme un mauvais souvenir définitivement effacé de leur existence. Forte de cet investissement personnel fait de sueur et de larmes, Léonie Amarante acheva son premier roman, une œuvre authentique qu'elle expédia à l'étranger sous son nouveau nom aux maisons d'édition. Véronique était exactement le type de personne que leurs parents voulaient, très intelligente et pleine d'ambition, mais elle manquait de compassion envers les autres. Sa seule préoccupation était sa propre réussite sociale. Elle rencontra un jeune homme, Frédéric, qui venait d'une famille très fortunée et influente. Aux yeux de leur père et leur mère, la réussite de la sœur était complète. Quelques mois plus tard, elle a obtenu un excellent poste et s'est même mariée.
Bien qu'elle se soit mariée sans les inviter, ses parents restaient extrêmement fiers d'elle. Ils ne voyaient pas que son succès venait de la pression et de l'amour conditionnel qu'il lui avait donné. Depuis que Patricia a envoyé le manuscrit de son premier roman, Le prix du renoncement, l'attente des réponses fut très difficile pour elle. Elle ne recevait que des lettres polies pour lui dire que son livre n'était pas accepté. Elle avait mis tout son cœur et toute sa douleur dans ce livre, et son espoir commençait à disparaître. Je crois qu'ils ont gagné. Ils m'ont dit que je n'étais bonne à rien. J'ai raté mes études, et maintenant, je rate mon rêve. Non, Patricia, la vie n'est pas une course de vitesse. L'échec des études n'est qu'un chemin de traverse. Et le vrai talent, on ne le refuse pas éternellement. Continue à écrire. La foi est la seule monnaie que tu ne perds jamais. Léonie Amarante n'a pas abandonné son rêve d'écrire. Elle a commencé à rédiger des articles pour le journal de la ville en utilisant un autre nom. Dans ses textes, elle parlait avec beaucoup d'émotion des difficultés des jeunes qui avaient arrêté l'école et de l'effet négatif de la pression des parents. Même si ses articles n'étaient pas bien payés, cela lui a permis d'améliorer sa façon d'écrire et de garder son envie de devenir écrivaine. Véronique a progressivement mis de la distance avec leurs parents, en réduisant leurs appels et en rendant leurs visites à l'étranger désagréables. Elle continuait de leur demander de l'argent par habitude, mais rejetait leurs cadeaux, les jugeant inappropriés à sa nouvelle vie. L'éloignement est devenu très clair après la naissance du petit enfant. Leurs parents ont voyagé, remplis d'une grande joie à l'idée d'être des grands-parents fiers. Cependant, la mère du mari de Véronique contrôlait tout et traitait leurs parents avec une politesse méprisante, limitant l'accès au bébé. Cette attitude, ajoutée à l'indifférence de Véronique elle-même, a mené à une confrontation pénible. C'est à ce moment difficile que leur père a exprimé son profond chagrin face à la situation. Véronique, nous sommes tes parents. Nous avons tout sacrifié pour toi. Pourquoi laisses-tu ta belle-mère nous traiter ainsi ? Il faut être réaliste, la famille de mon mari m'offre des relations qui vont m'aider bien plus que vous. Vous avez fait votre devoir en payant mes études, maintenant laissez-moi avancer seule. Léonie Amarante avait fini par oublier qu'elle avait envoyé son roman aux éditeurs. C'est alors que Rodrigue est revenu du bureau de poste avec une lettre très importante venant de l'étranger. Le contenu de cette lettre l'a complètement surprise et bouleversée. L'éditeur, Monsieur Leroy, un homme très respecté dans ce domaine, a avoué avoir été profondément touché par son manuscrit. Il a affirmé que son histoire n'était pas un simple roman, mais un témoignage puissant. Il trouvait que l'œuvre montrait bien comment la souffrance due au rejet peut à la fois blesser et rendre plus fort. Monsieur Leroy a souligné que son style d'écriture était direct et très mature pour son âge. La maison d'édition a tout de suite voulu la publier. Il lui proposait de la publier sans attendre. De plus, il lui offrait une somme d'argent importante pour ses droits d'auteur, car ils étaient sûrs que ce livre serait un grand succès. Pour Véronique, leurs parents n'étaient plus une source de soutien, mais plutôt un outil dont elle n'avait plus besoin et qui devenait embarrassant. Ce rejet fut un choc terrible pour leur père et leur mère. Ils avaient construit toute leur vie autour de la réussite de Véronique et s'étaient séparés de l'autre enfant pour elle, mais se retrouvaient maintenant seuls. Véronique reproduisait le schéma familial. Élevée pour croire que seul l'argent et la réussite comptaient, elle choisissait désormais la famille qui servait le mieux son image. Les discussions avec la maison d'édition pour la publication se sont déroulées à distance. Léonie Amarante a reçu une avance sur ses droits d'auteur, qui représentait une somme très importante, bien supérieure à ce qu'elle pouvait imaginer. Sa première décision, qui montrait sa nouvelle dignité, fut d'utiliser cet argent pour acheter un petit appartement, afin d'avoir enfin un chez-soi, et un espace dédié à l'écriture. De plus, elle a donné une somme d'argent à Rodrigue et Sabine pour les remercier de leur aide précieuse. Elle a ensuite investi le reste pour pouvoir vivre uniquement de son métier d'écrivaine, sans avoir besoin de travailler pour un salaire. Enfin, elle n'a fait aucun achat de luxe, et a choisi d'aller rendre visite à Marie, la femme sans-abri qui l'avait beaucoup aidée auparavant. Je cherche une dame qui occupait cette place où vous êtes assis. Elle a été renversée par une voiture. Elle est décédée sur le champ. Ce fut un choc émotionnel pour elle. Elle aurait tellement voulu serrer Marie dans ses bras et lui demander de venir vivre avec elle maintenant qu'elle en avait les moyens. Patricia considérait Marie comme une véritable mère et une sœur pour elle. Patricia a marché jusqu'à l'endroit exact où elle avait dit au revoir à Marie, avant de partir vers la ville du Nord. Les jours passèrent, et leur père et leur mère ont commencé à avoir de plus en plus de difficultés financières. Face à ces problèmes, ils ont essayé de contacter Véronique. Véronique, nous avons besoin d'aide. Ta mère est malade, et j'ai des problèmes financiers. Papa. Je suis en pleine fusion d'entreprise, je ne peux pas me le permettre. Les parents de Frédéric s'occupent d'un projet de charité très important en ce moment, je ne peux pas leur demander de l'argent pour vous. Vendez quelque chose. Au revoir. Le livre Le prix du renoncement est sorti et a eu un très grand succès immédiatement. Les critiques ont beaucoup aimé le livre, parce qu'il parlait bien des problèmes causés par la pression des parents.
Léonie Amarante est devenue une écrivaine très importante, et tout le monde parlait de son livre. Pour la promotion, elle a été invitée à une ville à l'étranger. Son éditeur a organisé un événement important. C'est à la télévision, lors de sa première grande interview, que Patricia est apparue transformée en Léonie Amarante. Léonie Amarante, le titre de votre roman est fort, le prix du renoncement. Est-ce une autobiographie? Que représente ce nom pour vous? Ce roman est inspiré par toutes les âmes blessées qui ont été reniées pour ne pas avoir coché la bonne case. C'est l'histoire de la fin la plus terrible, la fin d'affection. Quant à mon nom, il est le rappel que même des cendres de la douleur on peut faire éclore une nouvelle vie. Je ne porte plus le nom de ma famille biologique. Ce nom est le mien, il est ma victoire. Cette femme, c'est Patricia, je l'ai reconnue, c'est notre Patricia. Notre petite Patricia, elle est devenue une grande dame. Notre fille Patricia est devenue une intellectuelle, elle a de la classe. Leur père et leur mère ont acheté le livre de leur fille et l'ont lu attentivement. Ils ont immédiatement compris que l'écrivaine, Léonie Amarante, était en réalité leur fille Patricia qui avait changé de nom. Confrontés à leurs problèmes d'argent, ils ont tenté de la contacter en passant par son éditeur, car c'était le seul moyen de la joindre. Léonie Amarante a finalement reçu cette lettre à l'étranger, loin de l'endroit où il vit. Elle décida de ne pas répondre. Elle avait été reniée pour ses échecs. Il devait maintenant vivre avec la conséquence de son succès. Je ne comprends pas pourquoi tu me critiques encore au sujet de la fête. Tu sais très bien que ces gens-là n'ont aucun intérêt pour nos affaires. Pourquoi devrais-je perdre mon temps avec eux? Tu as tort. Le problème c'est que tu ne vois que les gens qui te servent. Tu ne penses qu'à l'argent et à ton image. Mes parents ont beau être aisés, ils ont des valeurs, ce que tu as oublié. Les valeurs? Mais sans ambition, on ne va nulle part. C'est grâce à ça que nous avons ce statut. Ce statut, je n'en veux plus s'il faut vivre avec autant de froideur. C'est fini. Je quitte la maison. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai décidé de m'installer à l'étranger. Sachez que ce n'est pas un abandon. Je vais vous envoyer une invitation pour que vous veniez me voir. C'est une bonne décision que tu as prise. Après avoir passé du temps auprès de Sabine et Rodrigue dans la ville, Léonie Amarante est retournée à l'étranger. Elle continuait de rencontrer un immense succès et de briller lors de ses apparitions publiques. Félicitations. Le livre est numéro 1 des ventes depuis 2 mois. C'est incroyable ce que vous avez accompli. Vos mots touchent tout le monde. Le mari de Véronique a demandé le divorce, ce qui lui a fait perdre son logement luxueux et l'a forcé à déménager. Son travail a été affecté, car ne plus porter le nom de son mari a affaibli son réseau d'affaires. Malgré sa fierté, elle n'a pas réussi à surmonter seule les difficultés auxquelles elle n'était pas habituée. Finalement, elle a dû faire appel à leur père et leur mère pour obtenir de l'aide. Malgré leurs propres problèmes d'argent, leurs parents ont accepté qu'elle revienne vivre avec eux. Là, Véronique a appris avec surprise que Patricia était devenue une écrivaine célèbre interviewée à l'étranger. Aussitôt envahie par la jalousie, elle a exigé que le nom de Patricia ne soit plus jamais prononcé dans la maison. Après avoir fini de manger, Véronique se dirigea vers la cuisine pour déposer les assiettes et découvrit un document officiel. En lisant ce papier, elle a été remplie de colère et a accusé leurs parents d'avoir tout perdu, leur reprochant aussi de vouloir profiter de la pension de son enfant. Déclarant qu'elle refusait de vivre dans leur misère, elle a immédiatement fait ses valises et quitté la maison. Malgré la peine causée par le départ de Véronique, leur père a trouvé la force nécessaire. Il a alors décidé d'écrire une nouvelle lettre à Léonie Amarante, Patricia. La lettre lui parvint. Ma très chère Léonie Amarante, nous avons compris la profondeur de ta souffrance, et à quel point notre rôle a été terrible. Nous pensions que l'argent et les diplômes étaient tout dans la vie. Nous avions tort, c'est nous qui avons perdu notre chemin et notre cœur, pas toi. L'ironie est forte, nous t'avons chassé pour ton manque de réussite, et ta sœur, pour qui nous avons tout sacrifié, nous a abandonnés. C'est notre juste punition. Nous sommes ruinés. Notre maison, notre santé et notre morale sont brisées. Nous savons que nous n'avons aucun droit, et nous ne te demandons pas de nous appeler papa ou maman, mais, au nom de notre lien familial, s'il te plaît, aide-nous à ne pas finir à la rue. Le lendemain, un coursier a apporté une enveloppe à leurs parents. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une carte bancaire prépayée avec assez d'argent pour qu'ils paient leurs dettes urgentes et achètent un petit appartement. C'était une aide pour qu'ils n'aillent pas à la rue, le sort qu'ils avaient redouté pour elle. Cet argent est l'équivalent de ce que coûte l'écriture d'un livre. Il est le fruit du travail de Léonie Amarante. Il n'est pas donné au nom du lien familial, car ce nom n'existe plus. Il est donné au nom de la compassion, la seule chose qui manquait dans votre maison. Utilisez-le pour prendre soin de vous, car vous n'avez plus personne d'autre. Ne cherchez plus le contact.
Il n'y en aura pas.